Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, monsieur. Oui, Oui, Très bien. On va pouvoir commencer. Il est 15h36. Malheureusement, il y a que 37 qui sont présents. Donc, c'est l'équivalent d'un seul groupe, malheureusement. Donc, on a beau répéter aux étudiants de participer au cours. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui va changer dès maintenant avec ce régime de distanciel. Allez, je barakaf ceux qui sont présents. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc, bienvenue sur le cours La science d'aujourd'hui, dans lequel euh, on va attaquer le chapitre numéro 3. Donc, aujourd'hui, ça sera consacré au site interactif, donc le fameux JavaScript. Alors, revenons un peu pour situer les choses où nous en sommes jusqu'à présent. Donc, on a terminé avec la partie des sites statiques. Donc, on a commencé à faire du chapitre 1 HTML, ensuite du CSS dans le chapitre 2. Et nous avons commencé à faire du CSS dans le TP. Il nous reste juste la deuxième partie à finir dans le TP consacrée au CSS. Et on pourra attaquer le JavaScript. Donc aujourd'hui, on va faire le cours qui va être consacré à la programmation côté client, donc l'interactivité, programmation côté client avec du JavaScript. Donc c'est le chapitre numéro 3. Donc on progresse. Donc aujourd'hui, donc le cours va être constitué de 6 points. Donc on va découper ces 6 points en 2 séances. Donc là, aujourd'hui, on va voir un rappel pour situer un peu les choses. On va expliquer de quoi il s'agit quand on parle des bases de la programmation côté client. Et on va rentrer dans le vif du sujet pour expliquer les bases du langage JavaScript. Alors ensuite, dans la deuxième partie, on va parler de la manipulation du DOM, ce qu'est le BOM, et on va parler des événements qu'on peut réutiliser pour faire des choses en JavaScript. Donc, les choses vont prendre du sens au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours. Alors, petit rappel. Alors, si vous vous souvenez, on avait parlé de ce schéma-là dans lequel on avait dit que un site statique, pour faire un site statique, un site web statique, les deux technologies du HTML et de CSS pouvaient être amplement suffisantes pour faire juste de la présentation. Alors, donc, si vous faites juste du HTML et du CSS, donc ça va être suffisant. Par contre, à elles seules, ces deux technologies ne peuvent permettre l'interactivité avec l'utilisateur. Alors, de quel genre d'interactivité il s'agit? Donc, on va prendre un exemple pour comprendre. Donc, il s'agit d'une interactivité où l'utilisateur va faire une action et il va y avoir une réaction dans le navigateur, c'est-à-dire sur la page qu'il est en train de consulter. Je vous donne quelques exemples. Donc, imaginez que suite à un événement provoqué par l'utilisateur, par exemple un clic sur un bouton, des éléments HTML vont s'afficher, ou bien se modifier, ou bien se masquer. Ou bien un autre exemple, suite à un événement, une propriété CSS va changer, par exemple la couleur de l'écriture ou la couleur du background. Ou bien carrément un résultat d'un calcul qui va se faire sur la même page, et le résultat va être affiché dans la même page, ou bien carrément suivant la véracité d'une condition, le contenu va prendre une direction ou une autre. C'est-à-dire on peut mettre une condition pour dire que lorsque telle chose se vérifie, tu vas faire tel comportement. Ou bien la véracité du contenu d'un champ de saisie. Par exemple, on peut mettre un champ de saisie et lorsque l'utilisateur va insérer quelque chose, on va vérifier si cette chose-là a telle ou telle valeur. On peut faire adopter à la page web un comportement. Alors, tous ces comportements-là dont on est en train de parler, pour les implémenter, il faudrait les prévoir sur notre page web
C'est-à-dire, quand on dit prévoir, ça veut dire qu'il faudrait les programmer carrément. Et justement, pour faire cette programmation, on l'a fait avec des scripts en langage JavaScript. Donc, ces scripts-là vont être exécutés sur le navigateur au besoin, c'est-à-dire votre page web. Quand le navigateur va envoyer la page web, le HTML et le CSS, il va envoyer également des scripts qui vont résider, qui vont être chargés par le navigateur, mais ils vont être exécutés au besoin. C'est-à-dire, il y aura un événement, ces programmes-là vont être exécutés pour faire un comportement qu'on aura prévu. Alors, maintenant, on va parler un peu de quoi il s'agit concrètement de la programmation côté client. Alors, pour bien comprendre, prenons l'exemple suivant. Donc, nous avons un bout de code en HTML. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Il contient, donc on n'a rien mis dans le head, ce n'est pas important. Dans le body, on a mis un titre H1 et un bouton. Alors, dans H1, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis le texte compteur égale 0. Donc, on a mis un H1, donc c'est un élément titre. On lui a affecté l'identifiant count-8 H1 et on a mis le bouton pour lequel on a associé le texte incrémenté. Alors maintenant, on voudrait que, donc à l'affichage, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Donc ça donne le texte compteur égale 0 et un bouton incrémenté. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait prévoir le comportement suivant. On voudrait que lorsque l'utilisateur clique sur le bouton incrémenté, celui-là, on voudrait que le compteur s'incrémente de 1 et si on dépasse 5, il devient rouge. Je répète, on voudrait que lorsque l'utilisateur clique sur le bouton incrémenté, ce texte-là va changer à chaque fois que l'utilisateur va cliquer. La première fois, ça va devenir compteur égale 1, la deuxième fois, compteur égale 2, etc. Et on voudrait mettre une condition pour que lorsque le compteur va dépasser 5, on voudrait que le texte devienne rouge. Donc ça, c'est les comportements qu'on voudrait prévoir. Alors, ces comportements-là doivent être justement programmés dans un script JS, c'est-à-dire un script de JavaScript. Par exemple, ici, dans le bouton incrémenté, on avait dit que ce script-là qui contient la logique qu'on voudrait faire exécuter dans notre page, on a dit que on a mentionné dans le bouton quelque chose qui nous permettrait d'enclencher ce comportement-là. On a dit donc ce script sera exécuté par le navigateur lors d'un clic sur le bouton. Donc lorsque le bouton sera cliqué, ceci va être exécuté. Alors, on va décortiquer un peu ce comportement-là. Alors, regardez bien. Donc, si on prend la première phrase des spécifications qu'on avait mentionnées au début, on avait dit, la première phrase, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton incrémenté. En réalité, ce qu'on vient de dire ici, c'est un événement. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton incrémenté. Donc, c'est un événement. Quand est-ce que ceci va se produire? Donc, pour dire ça, nous avons attaché à l'élément bouton un événement au clic. Donc, ça veut dire quand tu seras cliqué, tu vas faire quelque chose. OK? Ensuite, ce quelque chose-là, c'est un traitement. Donc, la première partie, c'est lorsque l'utilisateur clique sur le bouton incrémenté, c'est un événement. Le compteur s'incrémente de 1. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Donc, c'est un traitement. Qu'est-ce qu'on voudrait faire ici? On voudrait faire un changement visuel. On voudrait qu'il se passe quelque chose dans notre page web. Donc, en l'occurrence, ici, on voudrait que le texte de H1 change. Donc, on l'avait prévu dans le programme JavaScript, sur lequel on va revenir par la suite. Donc, nous précisons quoi faire quand cet événement se réalise au clic. Ici, c'est le traitement doIncrement qui est exécuté et qui est une fonction. Donc, on avait dit que dans le bouton, on avait dit lorsque tu seras cliqué, donc
grâce à un événement, on clique, on lui a dit, tu vas exécuter une fonction qui s'appelle doIncrement, et dans le fichier, dans le programme JavaScript, on décortique la fonction doIncrement. Puis, un changement visuel est effectué qui consiste à modifier le contenu de l'élément agent. Donc ça, je suis en train juste d'introduire. C'est par la suite qu'on va décortiquer cette logique. Donc ça, c'est le premier changement visuel qu'on voudrait faire. Le deuxième changement visuel, c'est on voudrait que lorsqu'on dépasse 5, donc on a mis une boucle, et donc quand on dépasse 5, on voudrait qu'un changement du style s'opère, à savoir le changement de la couleur. Donc on voudrait affecter la couleur rouge. Donc on a prévu un premier traitement qui fait juste un changement visuel de contenu du texte, et un deuxième qui est exécuté suite à une condition et qui va modifier en fait le style du texte, à savoir la couleur. Alors, si on résume, si vous laissez, on résume un peu les choses, nous avons trois choses à retenir. Nous avons les événements, les traitements et les changements visuels. Alors, les événements, c'est quelque chose qui va se passer, qui va faire qu'un traitement va se déclencher. Donc, les événements sont plusieurs. En réalité, il y a plusieurs types d'événements qui sont possibles. Par exemple, on clique, donc quelque chose quand il est cliqué, quand elle est cliquée, quelque chose quand il est cliqué. On mouse over quand quelque chose est survolé par la souris. On load quand la page est chargée, etc. Il y a plusieurs types d'événements. On va revenir dessus par la suite. Il y a la partie traitement, c'est carrément qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsque l'événement va se déclencher. Donc, plusieurs types de traitements sont possibles, comme tout ce qui est possible de faire dans un langage de programmation. Par exemple, déclarer une variable, des opérations arithmétiques, des affectations, des comparaisons, utiliser des tableaux, etc. Donc, tout ça, c'est ce qu'on peut faire avec un langage comme JavaScript. Et le changement visuel, c'est ce qu'on fait dans le changement visuel. On commence d'abord par sélectionner l'élément HTML presque de la manière comme on le fait avec du CSS. Puis, cet élément-là HTML qu'on a sélectionné, on peut lui changer le contenu ou le style, ou par exemple, on peut lui changer la couleur. Bref, tout est modifiable une fois que vous avez récupéré cet élément-là. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Alors, donc, similairement à ce que nous avons fait en CSS, on se demande où est-ce qu'on va mettre tous ces scripts-là. Alors, où est-ce qu'on va faire cette déclaration de ces scripts? Alors, il existe trois méthodes pour cela. Donc, la première méthode où mettre du JavaScript, c'est la manière en ligne, c'est-à-dire dans la balise ouvrante de l'élément concerné par l'événement, vous pouvez mettre, donc on clique égal et vous mettez le traitement que vous voulez faire lorsque l'événement va se déclencher. Donc ça, c'est idéal lorsque vous avez un petit traitement à prévoir. La deuxième méthode, c'est de mettre la logique du traitement dans un élément script, donc que vous pouvez mettre n'importe où dans votre page. Et à l'intérieur, vous allez mettre votre code JavaScript. Alors, vous pouvez le mettre tout en haut ou bien tout en bas. Cependant, ce que vous devez savoir, c'est que si vous mettez votre script, votre élément script tout en haut, il ne va pas prendre conscience de ce qui va être chargé plus bas. Donc, si vous mettez une logique tout en haut, elle ne va pas prendre connaissance de ce qui va être chargé par la suite. Donc, il y a une certaine chronologie que vous risquez de rater. Donc, il est toujours préférable de mettre la logique de JavaScript tout en bas pour s'assurer que tous les éléments HTML ont été chargés. La troisième méthode consiste à déclarer le code JavaScript dans un fichier à part qui porte l'extension .js. Par exemple, ici, dans cet exemple, nous avons mis notre script dans un fichier qui s'appelle monscript.js.
Puis, nous avons fait référence à ce fichier dans notre fichier HTML grâce à l'élément script dans l'élément head, comme ceci. Donc, dans l'élément head, on a mis un élément script et nous avons mis dans SRC, grâce à l'attribut SRC, nous avons mis l'URL de notre fichier, mon fichier, mon script.js. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans ce cours-là? Donc, après avoir résumé les choses de cette manière, il nous reste à décortiquer chacune de ces blocs-là. Donc, on va commencer d'abord par décortiquer ce qu'on signifie par les traitements. Donc, on avait dit que tout ce qui est faisable avec un langage de programmation comme JavaScript, donc, il est important, avant d'aller plus loin, il est important de maîtriser le langage JavaScript, de connaître au moins les bases de ce langage-là pour pouvoir avancer et voir ce qu'on peut faire comme manipulation de notre page web. Donc, quand on dit les bases du langage JavaScript, on parle bien évidemment de la syntaxe, la sémantique, etc. Alors, c'est quoi JavaScript? Donc, JavaScript est principalement un langage de programmation côté client. Historiquement, c'est un langage qui était appelé ECMAScript. Donc, si vous entendez ECMAScript, il s'agit de JavaScript, qui a été créé par l'entreprise Netscape, qui est à l'origine du premier navigateur web dans le monde. Donc, cette entreprise a fondé le langage JavaScript en 1990. Donc, le but, c'était de permettre aux développeurs web d'incorporer un code exécutable dans leur page web et donc leur permettre aux pages web de contenir un script en JavaScript qui est exécuté quand l'utilisateur visite la page. Donc, pour inclure une certaine interactivité ou carrément du traitement. Parce que il faut savoir que au début, les pages web n'incluaient pas forcément ce genre d'interactivité. C'était des pages statiques sur lesquelles il n'y avait pas d'interactivité. Donc, c'était carrément une nouveauté. Alors, les caractéristiques du langage JavaScript. Alors, JavaScript, c'est un langage multiparadigme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire de la programmation en impératif, ce que vous avez appris à faire au tout début de votre cursus. Vous pouvez faire de la programmation fonctionnelle, donc vous déclarez des fonctions que vous pouvez réutiliser, et vous pouvez aussi faire de la programmation en orienté objet, chose que vous avez sûrement déjà vue l'année passée, ou bien au premier semestre. Alors, syntaxiquement parlant, c'est un langage qui était fortement inspiré de C++ et Java. Alors, cependant, il ne faudrait pas pour autant confondre le langage JavaScript avec Java, même s'il porte la même partie du nom. Donc, même si il partage le mot Java, ça ne veut pas dire que forcément c'est la même chose. Alors, justement, c'est quoi la différence majeure entre JavaScript et des langages comme C++ et Java? Donc, il faut d'abord comprendre que le JavaScript, c'est un langage dynamique et faiblement typé. Ça veut dire qu'au moment où vous êtes en train de programmer, vous pouvez mettre des variables et au moment de l'exécution, ces variables-là peuvent changer de type. Vous pouvez affecter des strings pour des variables qui étaient initialement des entiers ou des floats ou bien des tableaux. Donc, vous pouvez les réutiliser en leur affectant un autre type de valeur, ce qui n'est pas possible avec les autres types de langages qui ne sont pas dynamiques. Pour les langages, plutôt, la deuxième différence, c'est que JavaScript, ce n'est pas un langage compilé, hein. Donc, ce qui est valable pour C++ et Java, qui sont des codes compilés, donc qui donnent du binaire, transforme le code en binaire que la machine comprend et exécuter. Le JavaScript, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas d'étape de compilation. À la place, il y a un interpréteur dans le navigateur qui va se charger de lire le code JavaScript et qui va être chargé de l'exécuter. Alors, il faut savoir que
Donc ça, c'est bon à savoir que le langage JavaScript est régi par la spécification ECMAScript, ES, donc abrégé en ES, et qui a donné lieu à plusieurs versions depuis la version parue en 1997. Donc, ils en sont à la version ES 12, qui est parue en juin 2020. Je pense que au moment où j'ai fait ce slide, je pense que, je ne sais pas, après, vous pouvez vérifier s'il y a une version qui est encore plus récente que celle-ci, hein. Je pense que... Donc, le nom officiel, il y a l'édition, et il y a le nom officiel, il y a la date de publication. Ça, c'est pas... Quand il y a ES 2022, 2021, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est parue en 2021. Alors, avant de parler du noyau de JavaScript, il faudrait vous parler de JavaScript par rapport à ce que vous connaissez déjà avec les autres langages. Donc, quelles sont les familiarités avec les autres langages de programmation? Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au langage C et Java, en JavaScript, il n'y a pas de notion de fonction principale. Et oui, cette fameuse fonction main, par laquelle tout est censé s'exécuter. Donc ici, dans JavaScript, il n'y a pas cette notion de main. À la place, le navigateur va interpréter et exécuter tout le code de haut vers le bas, donc, y compris les fichiers externes, hein. Donc, il n'y a pas réellement, il n'y a pas d'entrée de code principal. Deuxième familiarité avec le langage que vous connaissez, c'est que, comme avec tout langage de programmation, en JavaScript, il y a aussi la console qu'on peut utiliser pour afficher des choses. Pour écrire, on utilise donc une fonction de cette manière-là. On met console.log entre parenthèses qu'on souhaite afficher dans la console. Et cette console-là, elle se trouve où? Elle se trouve elle est accessible dans n'importe quel navigateur. Donc, par exemple, ici, on a ouvert la page mapage.html, puis on a utilisé les outils de développement et on s'est positionné dans l'onglet console. Je suis allé ici et dans la console, je vois qu'il y a des choses affichées car dans mon script, j'avais mis console.log salut2, console.log salut3 et j'ai mis aussi salut console.log salut1, je l'ai mis dans un fichier externe juste pour vous montrer que tout va être exécuté du haut vers le bas. Alors maintenant, on va s'intéresser au noyau du langage JavaScript. Donc on va parler de 7 points. Donc on va parler de 7 points. Donc on va parler de la syntaxe, des variables, des constants, des opérateurs, des conditions, des boucles, des fonctions, des portées des variables. Bref, tout ce que vous avez l'habitude de voir quand vous allez apprendre un nouveau langage de programmation. Alors, la première chose, c'est que syntaxiquement, comme on l'avait dit, le JavaScript est très proche du langage C. Donc, c'est quasiment les mêmes opérateurs et les mêmes instructions qu'on retrouve en C. Il faut savoir que toutes les instructions doivent se terminer par un point-virgule. Donc, vous mettez une instruction, vous mettez à la fin point-virgule. Vous pouvez faire des affectations de cette manière-là. Donc, vous mettez une variable égale et une opération arithmétique ou tout ce que vous voulez comme affectation. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau là, ici. Donc, c'est très simple. Donc, pour les commentaires, vous pouvez mettre un commentaire en ligne en mettant 2 slash ou bien un commentaire en bloc en mettant slash étoile, le bloc que vous voulez commenter, étoile slash. Pour la déclaration des variables et des constantes, on a d'abord la déclaration des types primitifs. Donc, vous avez la déclaration des chaînes de caractères, les entiers, les réels, les booléens, etc. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré une variable qui s'appelle nom, auquel on a affecté une chaîne de caractères John. Ensuite, ici, dans le deuxième exemple, on a fait une déclaration prénom auquel on a affecté la chaîne de caractères Do. Le var, le mot-clé var, il faut savoir qu'il n'est pas indispensable. Vous n'êtes pas obligé de faire var pour faire une déclaration. Vous pouvez faire aussi une déclaration
d'une variable entière. Donc ici, âge égale 30. Même chose pour les réels, donc c'est très simple. Vous pouvez aussi déclarer des booléens. Donc true pour vrai, false pour faux. Donc tout en minuscule. Euh, Vous pouvez aussi affecter la valeur nulle pour une variable, pour dire que il y a c'est l'équivalent de nil en C, donc nul pour dire qu'elle ne contient rien. Pour les constantes, vous êtes obligé de mettre le mot-clé const, puis le nom de la variable et sa valeur. Donc les constantes, c'est ce qui est prévu euh, pour ne pas être changé au cours du programme. Donc c'est quelque chose de figé. Ensuite, vous pouvez réutiliser ces variables en leur faisant appel. Donc ici, je fais console.log. Je peux faire appel aux deux variables en même temps. Je peux mettre nom, virgule, prénom. Donc à l'affichage, ça va donner ça. Je peux faire un affichage encore plus élaboré en séparant les choses, en mettant par exemple nom entre guillemets, nom égal, plus nom. Donc qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une concaténation de la chaîne de caractères nom égale et va remplacer nom par la valeur de la variable. Plus une chaîne de caractères prénom plus la valeur de la variable prénom. Donc, vous avez l'habitude de faire ça en Java, ce que vous avez vu en premier semestre. Donc, ça pour l'affichage entier, pour le réel, pour le booléen, donc c'est facile, c'est très simple. Pour nul, c'est la même chose. Constant, c'est la même chose. Par contre, ici, quand on arrive ici, ça donne une erreur. Pourquoi? Parce que je fais console.log et adulte. Il va me donner une erreur parce qu'il ne va pas reconnaître cette variable. Car si vous observez bien, moi j'ai fait une déclaration et grand A adulte, et ici j'ai fait et petit a adulte. Donc il faut savoir que le langage JavaScript, il est sensible à la casse. Donc il faut respecter, si vous faites une déclaration avec majuscule, donc il faudrait que ça soit de la même façon en majuscule à l'appel. Donc si vous arrivez ici, il y a une erreur, tout ce qui vient après va être ignoré par l'interpréteur. ماشي في الجيم Donc, ما كاش ديفيرونس pardon? في الجيم في شان دو كاركتير دايرين Il n'y a كيما pas, il جون y a دايرين pas, وحده والضو دايرين زوج سي لا ميم il y شوز a pas il y a pas de différence, oui, il n'y a pas de différence. Donc, vous pouvez utiliser des guillemets ou bien des cotes. OK? Donc, ça, c'est ce qui concerne les types primitifs. Donc, pour les types complexes, nous avons d'abord les tableaux. Donc, nous avons les tableaux et les objets. Donc, pour les tableaux, pour déclarer un tableau qui contient, par exemple, des entiers, vous avez deux façons de le faire. Soit vous mettez le nom du tableau égal new, ensuite le mot-clé array, entre parenthèses, le contenu du tableau. Soit vous mettez directement entre crochets. Ensuite, pour afficher un tableau sur le point log, et à la console, il va vous afficher de cette sorte, de cette façon-là. Vous pouvez avoir aussi un tableau de chaîne de caractères. Vous pouvez aussi mettre un tableau qui contient qui aura un contenu divers, c'est-à-dire un mélange entre des chaînes de caractères, des booléens, des entiers, etc. Donc ça, c'est possible. Vous pouvez aussi accéder à un élément spécifique de votre tableau en utilisant l'indice de la case. Vous pouvez mettre par exemple console.log, mon tableau. Entre crochets, vous mettez 0 pour accéder à la première case parce que dans les tableaux JavaScript, la première case commence par 0. Donc vous pouvez mettre 0 pour afficher la première case, 1 pour la deuxième, etc. Si vous voulez modifier, c'est possible aussi. Vous pouvez modifier une case en mettant, par exemple, mon tableau entre crochets 0 égale Bob. Et si je refais encore une fois console.log, donc vous allez constater que la première case a changé. Donc, c'est possible de faire les modifications directement. Le deuxième type complexe, il s'agit des objets. C'est quoi les objets? Donc, c'est ce que vous avez à peu près l'habitude de voir
Est-ce que vous avez vu en première année les structures? Donc, vous pouvez déclarer un objet de cette façon. Vous mettez const, le nom de l'objet, égal, entre accolades, vous allez déclarer un ensemble d'attributs. Par exemple, ici, j'ai affecté l'attribut nom, prénom, âge, centre d'intérêt, adresse. Ensuite, pour leur donner des valeurs à ces attributs, je mets deux points et je mets la valeur que je voudrais leur affecter. Ici, j'ai mis une chaîne de caractères entier. Ici, j'ai mis carrément un tableau, donc c'est possible. Je peux même faire un objet à l'intérieur d'un autre objet. Donc ici, adresse, c'est carrément un objet. À l'affichage, je peux faire console.log, le nom de cet objet-là, personne, donc il va afficher de cette façon-là. Donc, dans la console, ça va s'afficher comme ça. Vous pouvez la déplier. Donc, il y a une petite flèche ici sur laquelle vous pouvez appuyer. Vous allez voir donc, chaque attribut et sa valeur associée. Sinon, vous pouvez accéder à un attribut spécifique. Vous pouvez mettre console.log personne.nom et il va récupérer directement la valeur de l'attribut nom. Ce que vous pouvez faire pour aller plus loin, vous pouvez déclarer un tableau qui contient carrément des objets. Donc ça, c'est possible aussi. Vous pouvez mettre un tableau, euh, donc un tableau étudiant égal entre crochets et vous allez déclarer trois objets. Donc ici, j'ai déclaré trois objets. Euh, donc chaque objet contient trois attributs, identifiant, nom, prénom. Donc, si je fais console.log étudiant, donc je vais avoir ça, les trois, donc le contenu du tableau qui contient trois objets. Je peux accéder au premier objet, donc à la première case du tableau qui sera un objet, puis faire point nom pour accéder à l'attribut nom de du premier objet contenu dans mon tableau. Donc, ça, c'est aussi possible. Ce que je peux faire aussi, ce que je peux faire, c'est que je peux convertir ce tableau qui contient des objets, je peux le convertir en un type très utilisé, une notation très utilisée qui s'appelle JSON. Donc, JSON, JavaScript Object Notation. Donc, si vous faites ça, si vous faites const étudiant JSON égale JSON.stringify étudiant, votre tableau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le transformer en une chaîne de caractères, mais qui a une notation spécifique qu'on appelle JSON. Donc, ce format-là, il est très léger et il est très utilisé pour les échanges client-serveur, justement parce qu'il est très léger. Vous pouvez, donc, si vous voulez envoyer ces données-là, vous pouvez les transformer sous ce format-là, JSON. Vous pouvez les envoyer vers un autre programme et le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, il va parser ce format-là en ce tableau-là. Il peut faire l'opération inverse pour récupérer les données. Mais bon, ça, c'est juste pour votre information. On en parlera plus tard. Alors, pour les opérations arithmétiques, il n'y a pas quelque chose qui change. C'est des opérations très simples. Donc, vous avez l'addition, soustraction, multiplication, division. Reste de la division en utilisant le pourcentage. L'incrémentation, vous pouvez faire plus pour dire que j'incrémente de 1, moins pour dire que je décrémente de 1. En logique, les opérations logiques, vous avez true et false en minuscule. Vous avez les opérations logiques, le et en mettant les deux et commerciales. Pour le ou, vous devez mettre les deux barres. Et pour signifier la négation, vous pouvez mettre un point d'exclamation avant la variable. Et vous avez les opérations rationnelles pour pour faire la comparaison, les opérations d'égalité d'inégalité.
Donc, c'est la même chose que ce que vous avez l'habitude de voir. Donc, c'est très facile. Euh, pour les conditions, pour les conditions, donc, pour faire une condition en JavaScript, on utilise le if. Donc, quand il s'agit d'une condition avec une seule instruction, donc si je dis if val2 supérieur à val1, une instruction, ça veut dire que lorsque cette comparaison est vérifiée, je vais exécuter cette instruction-là. Si je veux exécuter un bloc d'instructions, je mets une accolade ouvrante, une accolade fermante, et à l'intérieur, je mets mon bloc. Je peux utiliser le if et le else pour dire si la condition est vérifiée, j'exécute ceci, sinon j'exécute ceci. Sinon, si j'ai plusieurs comparaisons à faire, je peux utiliser le else if. Donc, if, comparaison vérifiée, je fais ça. Else if, une deuxième condition. Si elle est vérifiée, je fais la deuxième instruction. Else, pour le cas échéant, j'exécute la dernière instruction. Donc, vous allez revoir ça à tête reposée. Donc, vous aurez le slide pour le lire pour mieux comprendre. De toute façon, on va revenir dessus en TP. Alors, pour les boucles, donc les boucles, quand est-ce qu'on les utilise? On les utilise généralement pour parcourir des structures de données complexes. Imaginez que nous avons le tableau suivant qui contient des étudiants, donc qui contient des objets étudiants, le même que celui que nous avons vu dans le slide précédent. Et je voudrais parcourir étudiant par étudiant et afficher le nom de chaque étudiant. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le faire de plusieurs manières. La première manière facile, c'est de mettre une boucle for. Si je connais l'indice de début et de fin, je peux mettre let for let i égale 0, point virgule, i inférieur ou égal à 2, i plus plus. Donc ça, c'est la valeur de départ. Ça, c'est la condition d'arrêt. Et ça, c'est le pas d'incrémentation. Donc à chaque fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire console.log étudiant, l'indice l'indice courant, point nom pour afficher le nom de l'étudiant courant durant mon parcours. Je peux le faire aussi de manière plus simple en utilisant la boucle while. Donc, je commence d'abord par initialiser ma position. Je mets i égale 0 pour dire que je souhaite commencer par la première case. Ensuite, je mets while. Je mets ma condition d'arrêt. Je mets que lorsque i inférieur à étudiant.length, donc ça, si je ne connais pas la taille du tableau, ici dans le premier exemple, je considère que je connais la taille du tableau. C'est pour ça que je me suis permis de mettre la condition i inférieur égale à 2. Par contre, si vous ne connaissez pas la taille du tableau, vous ne pouvez pas mettre la condition d'arrêt. Donc, vous pouvez mettre carrément while i inférieur à étudiant.length. Comme ça, il va déduire tout seul la taille du tableau et afin qu'il ne dépasse pas et qu'il ne déborde pas plus que la taille maximale. Donc, vous mettez i inférieur à étudiant.length, console.log, il va afficher le nom et vous allez incrémenter pour faire le pas. Vous pouvez faire de manière encore plus simple en utilisant la boucle for of. Donc, il y a un truc similaire en Java, je pense. Donc, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez for la variable de parcours of la variable à parcourir. En l'occurrence ici, la variable à parcourir, c'est étudiant, qui est un tableau. Et la variable de parcours, on va dire que c'est étudiant au singulier. Donc ça, étudiant au pluriel, ici, étudiant au singulier. Et j'ouvre qu'est-ce que je vais faire? Donc à chaque fois, je vais faire console.log étudiant.nom pour afficher à chaque fois le nom de l'étudiant. Sinon, il y a une façon équivalente au for, c'est de faire la boucle for each, qui est très connue. On met